D'ultra-gauche. Ultra-gauche. Ultra-gauche. L'ultra-gauche. Ultra-gauche. Ultra-gauche. L'ultra-gauche, c'est appuyé de ce qualificatif que vient de se lancer ce mardi 3 octobre le procès en correctionnel de 7 personnes pour association de malfaiteurs terroristes. C'est l'affaire dite du 8 décembre en référence au jour de leur interpellation en 2020. 6 hommes et une femme soupçonnés d'avoir projeté des actions violentes contre des policiers et des militaires, d'avoir participé à des entraînements tactiques et d'avoir fabriqué et testé des explosifs. Mais près de 5 ans après le fiasco de l'affaire dite du groupe de Tarnac, les avocats de la défense dénoncent un véritable procès politique au prétexte d'un terrorisme d'ultra-gauche. Des termes lourds de sens, infondés selon eux, que l'on retrouve de plus en plus dans les discours du gouvernement, de nos élus et des médias. Militants, activistes, manifestants, écologistes, gilets jaunes, casseurs ou encore Black Blocs, derrière cette dite mouvance d'ultra-gauche, il est souvent difficile de comprendre qui est réellement visé. Alors c'est quoi l'ultra-gauche? Comment est-ce qu'on la retrouve sur le terrain, les plateaux médiatiques, les bancs de la justice et dans la loi? Pourquoi est-ce que les accusations de terrorisme reviennent si souvent dans notre société? Et enfin, pourquoi l'ultra-gauche suscite autant de fantasmes? On décrypte tout cela ensemble sur Blast. Si la désignation est parfois confuse pour certains, ces milices d'extrême gauche sont connues. Il faut aujourd'hui les éradiquer. Il faut d'abord bien comprendre que l'ultra-gauche, ce n'est pas l'extrême gauche, qui par définition décrit l'ensemble des mouvements situés à gauche des partis communistes et socialistes, récusant la démocratie parlementaire libérale et prônant la révolution totale. L'ultra-gauche, c'est le passage à l'action directe politique. C'est une mouvance qui s'agrège de plusieurs sujets sur un temps défini, en fait, qui est le temps défini d'une contestation, typiquement, par exemple, les contestations pour les grands sommets internationaux ou les ZAD, ce type de choses-là. Et cette mouvance-là dérive, on va dire, des anarchistes, du communisme des conseils, puis plus près de nous, vers les années 60-70, de ce qu'on a appelé les autonomes. Voilà. Donc, qui passent à l'action directe politique sans qu'il y ait une présence de corps intermédiaires constitués, syndicats, partis, associations ayant pignon sur rue, etc., etc. Il y a des légitimités qui existent. Les syndicats ont une légitimité. Quand ils défilent, qu'ils manifestent, ils sont en opposition à cette réforme. Je les respecte. Ils défendent leur point de vue. À côté de ça, je vous le dis, dans le moment que vivent nos démocraties, oui. Quand des groupes utilisent l'extrême violence, sans règle absolue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. Dans le cas de l'ultra-gauche, on entend souvent plusieurs choses, notamment que c'est un terme policier, ce qui est pas vrai. On en retrouve trace dans les archives au moins au début du XXe. Est-ce que ça veut dire par contre qu'il est correctement utilisé? C'est toujours pareil, cela dépend vraiment de qui l'utilise et dans quel contexte. La terminologie d'ultra-gauche est une terminologie ancienne. En revanche, sa définition, qu'on pourrait dire contemporaine, oui, est une définition qui a été élaborée par les services de renseignement, reprise par le parquet national antiterroriste aujourd'hui dans l'affaire qui vous intéresse, mais qui correspond donc en fait à un moyen de distinguer l'extrême gauche de l'ultra-gauche, et la distinction s'opère sur le niveau de violence et surtout le basculement dans la clandestinité. Les services de renseignement ont depuis longtemps pensé une typologie de la violence politique, typologie qui s'articule grosso modo entre 4 niveaux, le plus bas niveau étant la désobéissance civile, qui n'implique donc a priori pas de violence ou des violences très anecdotiques, puis la subversion violente qui, elle, serait des activités du type de celle des Black Blocs, par exemple, ou des actions de ce type. Et à ces 2 niveaux, vous n'êtes pas dans la clandestinité. Puis, vous avez un 3e niveau qui est le niveau de l'action directe, mais vous avez une organisation, un basculement des individus dans la clandestinité. Puis enfin, le dernier niveau de la violence politique telle qu'identifiée par les services, c'est le terrorisme. Ce que j'en pense du traitement de la catégorie d'ultra-gauche, c'est qu'il est délirant et que, en fait, il traduit une profonde méconnaissance de l'histoire. Bon, parce qu'au fond, l'ultra-gauche s'inscrit dans une rhétorique sécuritaire de
criminalisation d'intentions à visée terroriste, là où on a plutôt affaire à des êtres autonomes, à des groupes qui prônent plutôt la commune, éventuellement le communisme, la communisation, la désertion des métropoles, la décroissance, les circuits courts. Bon. Et tout ça est réduit à une menace. Donc c'est une rhétorique sécuritaire dans le sens où elle vise essentiellement à faire peur, à nommer un ennemi de l'intérieur, comme on le dit le plus souvent. Et donc évidemment avec des acteurs qui sont les ministres de l'Intérieur successifs, qui peuvent passer de l'ultra-gauche aux éco-terrorismes avec exactement le même discours. L'ultra-gauche et l'ultra-droite sont les deux facettes d'extrémisme qui touchent la société française. Cette ultra-gauche, ce qu'elle recherche, c'est ça, c'est la violence. C'est de se payer un policier, c'est qu'il y ait des morts, c'est qu'il y ait des victimes des deux côtés, c'est qu'il y ait des martyrs. Ces individus se caractérisent par le rejet de toute expression démocratique et par l'appel à des mouvements violents. Donc effectivement, il y a un vieux fond, en gros, qui date du 19e siècle et qui consiste à assurer le discours de l'ordre contre le désordre. Que l'ordre n'est pas le désordre, ce ne sont pas les forces du désordre qui vont l'emporter, ce n'est pas l'extrême gauche qui va l'emporter dans la République française. Donc c'est le fantasme que dans la société, il y aurait des groupes qui agiraient de façon masquée, de façon invisible, pour prendre le pouvoir, pour renverser l'ordre établi. Bon, et ce qui justifierait donc la répression la plus forte. Néanmoins, voilà, l'étiquette d'ultra-gauche est restée pour viser les casseurs, les black blocs, voilà, le cortège de tête, hein, ce qui est une façon effectivement d'identifier ce qui n'est ni la gauche ni l'extrême gauche, ni évidemment la droite ou l'extrême droite, ce qui est un peu insaisissable. C'est Walter Benjamin qui avait une très bonne définition, je trouve, de l'ultra-gauche et qui disait, même s'il parlait d'autre chose, il disait ni à gauche ni à droite, mais ailleurs. Et effectivement, ces mouvances autonomes, anarchistes, éventuellement écoféministes, elles ne se situent pas sur le spectre qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Elles s'inscrivent sur un autre plan. Donc, ce plan-là, il est absolument insaisissable pour notamment les gouvernants et pour les journalistes. Tous seraient membres de l'ultra-gauche. Ces 7 personnes, eh bien, il s'agit de 6 hommes et une femme âgée de 30 à 36 ans. Ils sont soupçonnés d'appartenir à la mouvance ultra-gauche. Quant à Gérald Darmanin, oui, à propos d'une cinquantaine, il ne les a pas tous qualifiés d'éco-terroristes, c'est à propos d'une cinquantaine de manifestants fichés S de l'ultra-gauche radicalisée qu'il a employé ce terme. Eh bien, 2 éléments définissent le terrorisme. Dans le fond, c'est la violence et l'idéologie. Et ces 2 éléments sont ici présents. D'ailleurs, je l'appliquerai aussi ce terme d'éco-terrorisme aux crétins qui détériorent des tableaux. En plus, j'ai amené ma gourde en studio, là. Ça fait éco-terroriste, non? Bon. Chronique linguistique ce matin, voilà. Même le gouvernement verse dans la surenchère de vocabulaire. Aujourd'hui, on a des ultra-gauchistes jugés hyper violents parce qu'ils refusent la construction de méga-bassines. Ce qui se passe, c'est que cette terminologie aussi utilisée, soit par la presse, mais la presse est bien obligée, elle aussi, de nommer quelque chose. On ne peut pas ne pas nommer la presse ou la police, etc., etc. Il y a de temps à autre des glissements sémantiques, les mêmes glissements sémantiques qui peuvent aboutir à qualifier une dégradation en sabotage, à qualifier un sabotage en terrorisme, etc., etc. C'est à ça qu'on assiste. Si cette dite mouvance d'ultra-gauche est de plus en plus citée dans les discours politiques ou médiatiques, c'est aussi parce que nous assistons depuis maintenant quelques années à l'émergence de nouvelles luttes, de prise de conscience sociale, écologique, économique, ou encore de nouveaux moyens d'agir. C'est relativement nouveau. C'est surtout lié à la polarisation de la société française, qui voit des contestations qui se passent pas très bien, allez, au moins depuis la loi travail, même si c'était aussi le cas avant. On pourrait dire qu'on vit dans une époque de confusion idéologique quand même assez forte, que Hannah Arendt appelait le régime de post-vérité, c'est-à-dire que rien n'est vrai, tout est faux. Elle est renforcée par des mouvements émergents, des formes d'action
qu'on a du mal à catégoriser, qu'on a du mal à qualifier, qui ne correspondent pas aux grilles d'analyse, notamment des intellectuels, des chercheurs ou des journalistes. Les Gilets jaunes, d'une certaine manière, c'est un bon exemple. Donc oui, il y a de la bêtise, il y a de l'incompétence, il y a de la méconnaissance historique. Et puis, il y a une partie aussi, stratégique, où c'est toujours rentable pour un gouvernement de nommer un ennemi de l'intérieur. Alors, de temps en temps, ce sont les musulmans, de temps en temps, ce sont les jeunes des cités, et puis de temps en temps, ce sont les casseurs ou les autonomes, qui sont quand même, il faut bien le dire, une poignée. Non, nous ne considérons pas que la menace principale est l'ultra-gauche. La menace principale en France terroriste est bien évidemment la menace islamiste. 41 attentats déjoués depuis 2017. Il y a eu 9 attentats déjoués de l'ultra-droite depuis 2017. Il y en a quand même eu un d'ultra-gauche. On ne peut pas qualifier d'ultra-gauche le moindre grain de sable dans notre République, dans notre fonctionnement social et démocratique. Par contre, il n'est pas forcément faux de dire que, par exemple, les cortèges de tête sont issus de l'ultra-gauche, même si, je le répète, cette ultra-gauche-là, cette dénomination-là, pardon, elle n'est pas partagée par les gens du bloc. Ils ne disent pas on est l'ultra-gauche. Le terrorisme, c'est sous ces soupçons et ces accusations que revient cette affaire dite du 8 décembre. Pourtant, ce terme n'est pas lié aux origines historiques de l'ultra-gauche, qui remontent au moins au XXe siècle, aux sources mêmes du communisme. Et c'est là toute la fragilité de l'association entre ultra-gauche et terrorisme. Tout part de Lénine, c'est la faute à Lénine. À partir de là, effectivement, on peut dire que l'ultra-gauche, c'est des groupes qui sont anti-léninistes, anti-trotskistes, anti-partis, qui prônent des formes d'auto-organisation, la démocratie directe. On voit bien qu'il y a différentes familles, même si elles ont un socle commun, qu'on peut résumer autour de la notion d'auto-organisation ou éventuellement l'autonomie politique, et qui n'a strictement rien à voir avec le terrorisme ou un usage qui serait massif, exclusif, dominant de la violence. Le terrorisme, l'appellation, elle est mouvante, d'accord, sur ce qu'est le terrorisme. Mais si on s'accorde que le terrorisme, c'est une manière de propager la terreur dans toute partie de la population de façon pérenne ou de façon temporaire, je veux dire, l'occupation d'un chantier d'autoroute, ça marche pas en tant que définition. Voilà. Fait la une du JDD, je vous en félicite sans doute, en indiquant que vous refusiez de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Esther Benbassa a parfaitement rappelé, je suis élu de Paris, le terme de terrorisme, pour chaque Français d'ailleurs, est quelque chose que vous ne devriez pas utiliser de manière un peu rapide. Vous dites, et c'est très intéressant, que je n'ai pas le droit d'utiliser le mot terrorisme. Mais vous n'êtes pas la police des mots, Madame de la Gontrie. C'est justement ça, une partie de ce qu'essaye de faire la police de la pensée. Le camp du bien, comme dirait Philippe Muret. Vous faites partie, manifestement, du camp du bien, et vous considérez qu'il y a des gens qui peuvent utiliser des mots et d'autres qui ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas de police des mots en démocratie, Madame la sénatrice, et vous n'avez pas l'apanage ni de la morale ni du vocabulaire. Vous avez une qualification juridique qui existe, qui est celle de terrorisme, et qui est prévue à l'article 421-1 du Code pénal, qui prévoit qu'un certain nombre d'infractions, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sont des actes de terrorisme. À côté de ça, vous avez effectivement toute une série d'infractions de violence qui sont aggravées par certains motifs ou par la qualité de certaines victimes. Les violences dirigées contre des membres des forces de l'ordre sont des violences aggravées. Elles étaient longtemps punies sur le fondement de l'article 222-13 du Code pénal, et puis une réforme en 2021 a créé une infraction autonome plus sévèrement punie. Comme sociologue, c'est vrai que lorsqu'on arrive avec nos catégories de désignation, pour répondre à la question qui sont les autonomes, qui sont... bon. Et donc, est-ce qu'il faut inventer le terme qui correspond à tout le monde?
et aux observateurs et aux acteurs? Ou alors est-ce qu'il faut se déprendre des étiquettes? Bon, peut-être considérer que dans l'histoire, au fond de l'ultra-gauche, il y a un fond anarchiste puissant, hein, et donc qui remonte au 19e siècle. Bon, et donc ne plus raisonner en termes d'étiquettes, mais de raisonner en termes d'idées, de propositions. Avant ce procès du 8 décembre, un antécédent, le fiasco de l'affaire dite du groupe de Tarnac, qui aurait déjà pu faire s'effondrer le mur entre ultra-gauche et terrorisme. C'est un coup de théâtre dans une affaire très politique. Après 7 années d'instruction, Julien Coupa, sa compagne et les 6 autres membres du groupe de Tarnac ne seront finalement jamais jugés pour terrorisme. Voilà la fameuse épicerie de Tarnac. Voilà ce que le 11 novembre au matin, on nous présente comme étant le repère d'un dangereux groupe de terroristes d'ultra-gauche. Le procès qui vous intéresse aujourd'hui est en quelque sorte le match retour de l'affaire Tarnac. En 2008, le ministère de l'Intérieur a déclenché une opération antiterroriste contre un groupe d'individus qui vivaient dans le village de Tarnac, d'où le nom de l'affaire. Groupe d'individus dont il s'est avéré assez rapidement qu'ils étaient mis en cause pour 2 types d'actions. D'une part, des actions de sabotage contre des TGV de la SNCF, mais d'autre part et aussi, et c'est probablement le plus important pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'autre part, le fait d'avoir organisé un black bloc, organisé et coordonné un black bloc à l'occasion d'un sommet des ministres de l'immigration de l'Union européenne organisé à Vichy quelques jours plus tôt. Ces individus ont donc été mis en cause sur le fondement de charges terroristes. Il y a eu une assez longue instruction et à l'issue de cette instruction, les 2 juges d'instruction qui étaient en charge de l'information judiciaire ont décidé de ne pas retenir la qualification terroriste en arguant du fait, d'une part, que les actes de sabotage ne pouvaient pas entraîner de blessures aux personnes, donc ils n'étaient pas susceptibles de susciter la terreur, et que les actes de violence dirigés contre les forces de l'ordre à l'occasion du Black Bloc ne relevaient pas d'une qualification terroriste, mais des qualifications ordinaires de violence contre les membres de la force publique. Et tout cela s'est donc terminé devant la Cour de cassation. Et là, effectivement, il était offert à la Cour de cassation une vraie occasion de régler la question de la différence entre le terrorisme et des formes d'action très violentes. Il n'est pas question de contester la nature extrêmement violente de ces formes d'action, mais des formes d'action très violentes dirigées contre les forces de l'ordre dans le cadre de manifestations sur la voie publique. L'avocat général Desportes, qui était chargé des conclusions sur cette affaire, a fait des conclusions absolument remarquables, dans lesquelles il montre bien, effectivement, que juridiquement, le terrorisme et ces formes de violence ne se confondent pas. Et la Cour de cassation, par un arrêt du 10 janvier 2017, oui, a refusé l'obstacle, on dirait. Voilà. C'est-à-dire qu'elle rend une décision assez médiocre, dans laquelle, tout en disant que les juges d'appel ont mal interprété la loi et qu'ils ont ajouté, entre autres, aux éléments constitutifs du terrorisme, elle décide toutefois que, eh bien non, elle est mise en mesure de constater qu'en l'espèce, ça n'est pas du terrorisme, mais sans s'en expliquer d'aucune manière. Alors la manière dont on peut interpréter la décision de la chambre criminelle, c'est qu'elle n'a pas insulté l'avenir. C'est-à-dire qu'elle a décidé de la sorte parce qu'elle estimait effectivement que dans l'affaire de Tarnac, ce n'était pas du terrorisme, mais qu'elle n'excluait pas qu'à l'avenir, on puisse appliquer à ces formes de violence la qualification terroriste. Et donc, en fait, l'objet de l'affaire du 8 décembre, c'est tout à fait ça. C'est de revenir à cette situation où le juge va avoir à décider si ce qui relève a priori de l'action directe doit néanmoins être confondu avec le terrorisme, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la classification policière, il faudrait mettre un signe égal entre terrorisme
et action directe. Dans une société où même le terme d'écoterrorisme revient désormais régulièrement, cela pourrait être tout l'enjeu de ce procès du 8 décembre, redéfinir de façon adaptée la notion même de terrorisme. Pour le compte, vous évoquez l'écoterrorisme. Si la juridiction donne raison au parquet national antiterroriste dans l'affaire du 8 décembre, à mon sens, plus rien ne s'opposera à ce que, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur après Sainte-Soline, on applique à des groupes plus ou moins structurés qui se réunissent dans le but de commettre des violences à l'encontre des forces de l'ordre et des violences d'une certaine intensité. A priori, plus rien ne devrait s'opposer à ce qu'on puisse appliquer aussi à ces situations la qualification terroriste. Alors face à l'émergence de nouvelles luttes et la nécessité de s'adapter au monde de 2023, quel avenir pour la lutte antiterroriste? Le parquet national antiterroriste peut-il parvenir à éviter un nouveau fiasco judiciaire? Le parquet national antiterroriste a été créé pour gérer le terrorisme djihadiste, enfin en tous les cas en réaction au terrorisme djihadiste. Entre 2012, les assassinats perpétrés par Mohamed Merah et 2020, l'assassinat de Samuel Paty, nous avons eu une période de forte intensité de l'activité terroriste djihadiste. Mais peut-être la vague, l'épisode de terrorisme djihadiste que nous avons traversé est en train de se terminer. Donc, comme la Cour de sûreté de l'État avant lui, le parquet national antiterroriste a besoin, comme toute institution, de se pérenniser. Or, qu'est-ce qu'ils ont d'autre que le djihadisme? Ils ont eu le terrorisme d'extrême droite, mais 4 groupes composés de peu d'individus pour l'instant. De l'autre côté, il y a l'extrême gauche. Et l'extrême gauche, pour l'instant, les expose à une difficulté, c'est que l'extrême gauche, un certain nombre de militants d'extrême gauche exercent des activités violentes, mais pour l'instant, il n'est pas possible de les qualifier terroristes. L'objet du procès du 8 décembre, à mon avis, c'est ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le procès qui vient de commencer prendra fin le 27 octobre prochain et nous, chez Blast, on compte sur vous pour réagir ou même débattre en commentaire de ce sujet complexe mais ô combien au cœur des évolutions de notre société. Comme toujours, vous pouvez soutenir Blast et son information indépendante en likant la vidéo, en partageant ou en faisant des dons. Moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux décryptages et de nouveaux reportages au plus près de l'actualité sur Blast.